Bien, bonsoir. Alors, nous accueillons Jean-Michel Salmon, qui vient de publier un dictionnaire des souverainismes de droite et de gauche. J'avais répondu à ces questions cet été d'ailleurs, et il accepte de nous le présenter. Je vais donc lui passer la parole sans plus attendre, et ensuite nous aurons, s'il le veut bien, une discussion sur les concepts dont il va vous parler. Cher ami, vous avez la parole. Donc, c'est le premier dictionnaire qui est fait sur le souverainisme. Moi, j'étais parti d'un constat. J'avais des amis souverainistes de plusieurs courants. Et donc, je m'étais rendu compte à la lecture de l'Internet et puis à la lecture des études qui avaient été faites, même du point de vue universitaire, qu'il n'y avait aucune étude complète sur le souverainisme, mais que c'était un concept qui était largement utilisé dans le lexique politique national, et qu'il était peut-être temps de faire un ouvrage complet sur le souverainisme. D'autant plus que je ne pouvais que constater que c'est des courants, tous ceux qui étaient en tout cas déclarés comme tels par les médias, du point de vue électoral, représentaient maintenant des courants politiques assez importants. Et donc il fallait mettre un petit peu tout ça à plat. Et je me suis heurté à un certain nombre de difficultés, on en discutera dans le cadre de notre discussion, sur la notion un peu de champ politique et définir ce que c'est un concept. On se heurte à un certain nombre de difficultés, on en parlera, parce qu'il faut définir un état des lieux, et puis après, une fois qu'on a défini ce que veut dire souverainisme, eh bien, on essaye de savoir qui on incorpore dans le dictionnaire, puisque c'est un état des lieux. Tous ceux qu'on incorpore dans le dictionnaire, on les considère comme étant souverainistes. Je vous prendrai un cas très précis, par exemple le cas d'Henri Guénaud. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans le dictionnaire, on va en parler. Il y a des travaux qui ont été faits auparavant, et je vous conseillerais un ouvrage de Jacques Sapir qui a consacré un ouvrage au souverainisme, qui est très intéressant. Et si on va un petit peu sur Internet, sur les petites études qui ont été faites notamment par des universitaires, ce sont souvent des études qui sont partielles et partiales. C'est-à-dire qu'elles ont été faites par des personnes qui appartiennent à un courant politique et qui ont du mal un peu à en sortir. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, ce dictionnaire. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par souverainisme aujourd'hui ? Être souverainiste pour un acteur politique, c'est mettre au cœur de son combat politique la reconquête de la souveraineté nationale. Parce que depuis 30 ou 40 ans, il y a un certain nombre de transferts de souveraineté qui ont été faits par les différents gouvernements, transferts de souveraineté au bénéfice d'un certain nombre d'institutions, que ce soit la Commission européenne, mais aussi la Banque centrale et d'autres. Et donc être souverainiste, c'est donc mettre ça au cœur de son combat. C'est important parce que si on prend par exemple le cas d'Henri Guénaud, il est déclaré comme tel, comme étant souverainiste, notamment par un certain nombre de médias. Mais Henri Guénaud, il y a un petit problème, c'est que lorsqu'il était conseiller auprès de Nicolas Sarkozy, il a participé, et, pas dire à la rédaction, mais en tout cas, pendant la période où il y était, le traité de Lisbonne a été adopté. Traité de Lisbonne qui fait qu'effectivement, quand on accepte ce traité et quand on participe au fait qu'il soit signé par un certain nombre de personnes et qu'on est proche de Nicolas Sarkozy, on ne peut pas être qualifié de souverainiste pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas mis Henri Guénaud dans ce dictionnaire. Donc, être souverainiste, qu'est-ce que c'est être souverainiste ? Comme le disait Jacques Sapir, être souverain, c'est donc avoir la possibilité de faire et de défaire, sans que des personnes, des tierces personnes ou des institutions nous imposent un certain nombre de principes de direction. Ça impose la souveraineté, on peut la décliner sur un certain nombre il y a la souveraineté monétaire, il y a la souveraineté militaire, la souveraineté diplomatique. Donc reconquérir sa souveraineté, c'est regagner un certain nombre de souverainetés. Par exemple, en matière monétaire, c'est reconquérir la souveraineté monétaire, ça suppose un retour au franc.
on en discutera tout à l'heure avec le Rassemblement national, parce qu'il y a un certain nombre d'organisations qui sont déclarées comme souverainistes, qui ont une base idéologique et doctrinale qui est fluctuante. D'autres organisations, pour n'en citer qu'une, par exemple l'Union populaire républicaine de François Asselineau, elle a une ligne doctrinale très claire qui ne varie pas. C'est le Frexit. Par contre, un certain nombre d'organisations, et comme par hasard, ces organisations qui ont une base doctrinale assez fluctuante, ce sont des organisations qui ont un capital électoral assez dense, assez important. C'est le Rassemblement national, c'est aussi Debout la France, c'est aussi la France insoumise, qui oscille entre un certain nombre de prises de position, et on l'a vu sur la monnaie, avec le Rassemblement national. On avait Marine Le Pen qui, lors des élections présidentielles de 2012, était sur le principe d'une sortie de l'euro, donc une reconquête de la souveraineté monétaire. Donc on était clairement sur un positionnement souverainiste. Eh bien, lors de l'entre-deux tours, à l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan, elle a modifié un petit peu sa ligne en parlant de monnaie commune, et puis maintenant elle nous dit que la sortie de l'euro, ce n'est plus un impératif. Donc un certain nombre de souverainistes lui font valoir donc que s'il n'y a pas de reconquête de la souveraineté monétaire, on ne peut pas être souverainiste. On ne peut pas être souverain, on ne peut pas faire et défaire comme l'on veut, puisque de toute façon, on reste dans l'euro et un certain nombre de choses nous sont imposées, notamment par la Commission européenne, les grandes orientations de politique et économique. On est dans le carcan des traités. Donc, là aussi, on est dans le cadre d'un champ politique qui est assez mouvant. On va prendre un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, quand des formations politiques se créent, vous remarquerez qu'elles n'adoptent pas des dominations qui font référence à des grandes catégories historiques. Les dernières organisations qui ont été créées, c'est par exemple En Marche, c'est Agir, la France insoumise. Il n'y a plus de référence aux grands courants idéologiques. On ne parle plus de socialisme, on ne parle plus de libéralisme. On préfère comme ça un petit peu ce flou artistique. Et un certain nombre peut penser qu'un certain nombre de personnes, notamment des puissants économiques, ont tout intérêt, dans le cadre d'une stratégie de mondialisation de l'économie, justement à ce flou idéologique. On est dans une période où aussi on parle constamment du clivage droite-gauche qui ne serait plus opérant. On est dans une période de flou. Emmanuel Macron lui-même est dans l'en même temps. On est à la fois de droite et de gauche. On n'est ni de droite ni de gauche. Donc, il faut se dénommer. Et puis, si on ne se dénomme pas, de toute façon, d'autres personnes vous dénommeront. Par exemple, les souverainistes sont classifiés régulièrement comme populistes ou comme nationalistes. Ils sont désignés comme tels. Le dénommer, c'est aussi déclassifier les personnes. Et on utilise ça aussi comme une façon de réduire les personnes à un certain nombre de clichés. On essaye de les mettre de côté. Et donc, c'est d'ailleurs une partie c'est assez amusant. Vous verrez un certain nombre les souverainistes se sont posé la question de savoir, lorsqu'on les qualifiait de populistes, est-ce qu'ils pouvaient se revendiquer comme tels, ou est-ce qu'ils détournaient tout ça, ne voulaient pas en parler, ou refusaient d'être qualifiés de populistes. On a vu que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a accepté parfaitement d'être qualifié de populiste. On nous parle maintenant de populistes de gauche, alors qu'avant, les populistes, c'était uniquement classé à droite. Au tout départ, quand on parlait de populistes, on pensait immédiatement au mouvement d'extrême droite. Et maintenant, il y a un populiste de gauche et un certain nombre de théoriciens qui ont mis en place ça et qui réfléchissent sur ce qu'on entend par populiste de gauche. Donc, le problème des dominations, il est très important. Moi, quand est-ce que le terme de souverainiste est apparu ? Si on fait un petit peu d'histoire,
il apparaît en 1997. Qui introduit ce terme de souverainiste dans le lexique politique national? Ce sont des gaullistes. C'est Francis Choisel, qui est de l'Institut catholique de Paris. C'est Jacques Doher, qui était à l'époque à l'Académie du gaullisme. C'est Paul-Marie Couteau, William Abitbol, Bernard Chalumeau. Et donc toutes ces personnes-là vont créer en 1997, 1998 un certain nombre de petites associations. Au journal officiel sont déclarées un certain nombre d'associations où le terme de souveraineté ou le terme de souverainiste apparaît. En 1997, Francis Choisel, Bernard Chalumeau créent l'Alliance pour la souveraineté de la France. Et puis après, on a le Conseil national souverainiste qui est créé en 1998. Très rapidement, en fait, tous ces acteurs politiques qui viennent du gaullisme se rendent compte qu'il faut essayer d'agréger d'autres courants politiques. Parce que le courant souverainiste, ce que moi j'appelle la galaxie souverainiste, n'est pas un bloc homogène à la fois dans ses intérêts et dans ses représentations. Puisque au sein du souverainisme, on a des personnes qui sont de catégories idéologiques, de courants politiques très différents. On s'aperçoit qu'il y a la gauche républicaine avec ce qu'on appelait l'échevellementisme, ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'échevellementisme. On a des gens qui viennent de la gauche anticapitaliste, on va en parler. Puis on a les identitaires, une partie des identitaires, parce que tous les identitaires ne sont pas souverainistes. Par exemple, comme identitaire, nous avons Civitas aujourd'hui, qui est clairement à la fois souverainiste, ils veulent sortir de l'Union européenne, et puis ils sont identitaires, parce qu'ils défendent l'identité catholique, chrétienne. Et donc, nous avons toute une série de courants qui tous mettent la reconquête de la souveraineté nationale au cœur de leur combat politique, mais qui ont des intérêts et des représentations très différentes. Moi, quand j'ai rédigé ce dictionnaire, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui souvent se revendiquaient comme souverainistes, mais étaient entrés en souverainisme pour des raisons très différentes. Si vous prenez l'exemple des gaullistes, on peut faire référence à Marie-France Garot ou à Philippe Séguin, ils deviennent souverainistes pour des raisons philosophiques, politiques et même juridiques. C'est-à-dire que pour eux, c'est un principe obligatoire. Il faut être souverain, c'est un principe politique. Par contre, un certain nombre de personnes sont devenues souverainistes pour des raisons différentes. J'ai rencontré des économistes qui ont travaillé sur la monnaie unique, ils n'étaient pas souverainistes au départ. Et quand en tant qu'économistes, ils ont travaillé sur la monnaie, ils sont aperçus que la monnaie unique était un carcan et qu'il fallait, pour l'intérêt de la France, reconquérir la souveraineté monétaire, et ils sont devenus souverainistes. Et ils ont travaillé ils ont eu une réflexion politique et philosophique, et ils sont devenus souverainistes. Mais ils ne sont pas partis comme Marie-France Garot ou Philippe Séguin à partir de données politiques et juridiques. Ils le sont devenus par la suite en tant qu'économistes. C'est aussi le cas des identitaires. Les identitaires, ils deviennent souverainistes parce que, pour des raisons culturelles. L'identitaire, il met au cœur de son combat le combat pour l'identité et la sauvegarde de son identité. Vous le savez, c'est par les Renaud Camus et d'autres qui mettent au cœur de leur combat la défense de leur identité parce que, avec tous les problèmes liés à l'immigration, la submersion, ce qu'ils appellent la submersion migratoire, le grand remplacement, pour sauvegarder leur identité, souvent c'est l'identité chrétienne, il faut faire un combat souverainiste, c'est-à-dire qu'il faut reconquérir sa souveraineté nationale. On va le voir, pas tous les identitaires raisonnent comme ça. Et donc, pour sauvegarder son identité, il faut fermer les frontières pour lutter contre les submersions migratoires. Il faut reconquérir son identité et reconquérir sa souveraineté. Pour sauvegarder son identité, il faut devenir souverainiste. Et un certain nombre d'identitaires ont fait ce chemin-là.
Ils sont partis de leur combat pour leur identité et ils sont devenus souverainistes. Et pour un certain nombre, ils rejettent l'Union européenne et pour eux, il faut ressortir de l'Union européenne, il faut revenir à la nation française et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir, qu'ils déclarent pouvoir combattre la submersion migratoire, l'islamisation de la société. Donc eux, ils sont venus au souverainisme par la culture. J'ai rencontré un certain nombre de personnes de la gauche anticapitaliste, notamment des jeunes militants, qui sont liés, par exemple, à des organisations dont je parle dans l'ouvrage, le Parti ouvrier indépendant et le Parti ouvrier indépendant et démocratique, qui sont liés à la filiation trotskiste. Une partie des trotskistes, puisque le NPA et Lutte ouvrière, tout ça, ils ne sont pas des souverainistes, ils ne veulent pas le retour à la nation. Mais des deux candidats à l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Chivardi et Daniel Gluckstein, ce sont des trotskistes qui sont pour la sortie de l'Union européenne et qui considèrent qu'il faut, au moins dans un premier temps, retourner à la nation pour pouvoir, après, sortir du capitalisme et aboutir à une société qui soit réellement socialiste. Donc, ils partent du principe qu'effectivement, on est dans une mondialisation ultralibérale et qu'avec le carcan de l'Union européenne et les traités, on ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de possibilité d'Europe sociale et de toute façon, c'est très difficile de sortir du capitalisme dans ce cadre-là. Donc il faut au moins dans un premier temps retourner à la nation et donc ils deviennent souverainistes. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de jeunes militants communistes et puis des trotskistes qui m'ont dit qu'ils sont devenus souverainistes comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un État, ils se sont rendus compte qu'avec l'Union européenne, on ne s'en sortait pas, qu'il n'y avait aucune possibilité d'Europe sociale, que ça ne progressait pas et que c'était un modèle de plus en plus ultralibéral qui s'imposait. Et donc, ils ont fait ce raisonnement-là. Ce raisonnement-là, il n'est pas tenu par tout le monde. Hein. Quand vous voyez ce que dit un certain nombre de trotskistes ou de membres de la gauche anticapitaliste, Artaud par exemple, elle ne fait pas ce raisonnement-là. Mais un certain nombre de personnes de la gauche anticapitaliste l'ont fait. Ils l'ont fait avec une des personnes avec qui j'ai discuté. Le basculement, il a eu lieu au moment de la Grèce. Quand vous avez vu tout le programme qui a été imposé aux Grecs, que les Grecs, par référendum, n'ont pas accepté les plans d'austérité de l'Union européenne, et que, quelque part, on leur a imposé, enfin, l'Union européenne leur a imposé, eh bien, ils se sont rendus compte que, de toute façon, l'Union européenne imposait un carcan ultralibéral et que, de toute façon, il fallait absolument sortir de l'Union européenne. Donc, ils ont fait ce raisonnement-là. Et donc, ces jeunes communistes ou trotskistes, aujourd'hui, ils me disent « je suis souverainiste ». Alors qu'ils viennent de courants politiques où on magnifiait l'internationalisme. Et on considérait qu'il y a quelques années, dans les années 80 ou 90, si on était quelque part souverainiste, on était obligatoirement d'extrême droite, on était facho, on était chauvin, nationaliste. Donc un certain nombre de personnes ont fait ce chemin-là. Ce qui est intéressant dans la gauche anticapitaliste, il y a en fait trois courants qui peuvent relever du souverainisme. Il y a tout ce qui relève c'est le courant de la démondialisation avec notamment Jacques Nikonov qui viennent d'Attaque, qui aussi milite pour la reconquête de la souveraineté nationale. Alors lui aussi, il a du mal à se déclarer souverainiste, mais quand il décline tout son programme, il est pour reconquête de la souveraineté monétaire, reconquête de la souveraineté militaire, reconquête de la souveraineté politique, mais il décline tout le temps la notion de souveraineté, mais pourtant il a du mal à se définir comme souverainiste parce que pour des raisons politiques. Donc, si vous voulez, et le deuxième
et un troisième courant, vous avez donc le courant de la démondialisation, vous avez les trotskistes dont on a parlé tout à l'heure, et vous avez les communistes orthodoxes. Ce qui est très intéressant, au sein des communistes, ceux qui sont devenus souverainistes, ceux qui sont pour la sortie de l'Union européenne, ce sont des communistes orthodoxes. Là, il y a un instant clé, c'est 1976 avec le 22e congrès du Parti communiste. Là, quand le parti politique, Parti communiste, lors d'un congrès, le 22e congrès qui est organisé à Saint-Ouen en 1976, abandonne le principe de la dictature du prolétariat, du centralisme démocratique, eh bien, il y a un certain nombre de communistes qualifiés d'orthodoxes qui vont petit à petit prendre leur distance avec le Parti communiste, et ce sont ceux-là même qui aujourd'hui sont pour un Frexit qui qualifie de progressiste, pour se distancier d'un certain nombre de Frexiteurs qui sont considérés comme plus libéraux. Et donc, il y a plusieurs petites formations politiques, dont la plus importante est le pôle de renaissance communiste en France, avec le philosophe Georges Gastaut. Donc, je vous recommande les travaux et les interventions, parce que c'est très intéressant justement sur ce positionnement. Comment on peut être à la fois de la gauche anticapitaliste et qu'on peut être souverainiste, comment il y a un retour à la nation. Il a une formule pour ça. Il appelle systématiquement à unir le drapeau français de la Révolution et le drapeau et la faucille, le marteau, le drapeau rouge. Et pour lui, il y a possibilité de concilier. Il a fait une longue étude sur la Révolution française et tout. C'est intéressant parce qu'il est attaqué par toute une partie de la gauche anticapitaliste, par Besancenot, Krivine, tout ça, qui sont dans une autre tradition internationaliste. Donc il y a tous des débats. Donc, ce qui fait la richesse du courant souverainiste, c'est justement qu'ils viennent de courants idéologiques très différents et ils prennent tous la reconquête de la souveraineté nationale. Après, la reconquête de la souveraineté nationale, on peut y arriver par divers biais. Après, on peut en discuter. Vous verrez qu'au sein des souverainistes, il y a un certain nombre pour l'Union européenne, qui veulent renégocier les traités. C'est le cas, par exemple, de Mélenchon et puis de Marine Le Pen. Et puis il y en a d'autres qui sont sur une ligne idéologique qu'on qualifiera plus rigide, qui sont pour sortir de l'Union européenne. On parle alors de Frexit, mais pour certains, ils utilisent vous le verrez, ils utilisent la dénomination de l'exit, left pour gauche et exit pour sortie. Ils veulent une sortie par la gauche. Donc vous verrez, c'est notamment je ne sais pas si vous devez le connaître, c'est le philosophe économiste Frédéric Lordon. Lui est pour un Lexit. Donc c'est là où on est aussi sur les problèmes sur la dénomination. Les dénominations, c'est très important. Donc comme on le disait tout à l'heure, si vous ne choisissez pas une dénomination, on vous en trouvera une facilement. Puis en général, elle est infamante. Donc voilà, c'est des choses intéressantes quand j'ai travaillé sur cet ouvrage, c'est que justement on peut entrer en souverainisme, on peut devenir souverainiste pour diverses raisons. Et après, du coup, c'est une des difficultés, parce que comme c'est un courant, c'est pas un bloc homogène, par ses intérêts et ses représentations, c'est très difficile d'unifier tous ces courants-là. C'est difficile de mettre autour d'une même table, et c'est même impossible, de mettre Daniel Gluckstein, le trotskiste, et Bernard Antony, qui est catholiste traditionnaliste et qui veut défendre son identité avant de... Donc, parce que les buts politiques ne sont pas les mêmes aussi. Donc, mais on peut constater qu'il y a un certain nombre de liaisons, passerelles qui se font très régulièrement. Par exemple, les communistes, parce qu'ils sont attachés à leur héritage historique au Conseil national de la résistance, eh bien, par exemple, le PRCF, le pôle de renaissance communiste de Georges Gastaut, eh bien, il entretient des relations avec un certain nombre de gaullistes. Il va pouvoir avoir des relations avec Nikonov. Donc, parce ils parlent d'un retour au Conseil national de la résistance.
ce qu'ils appellent le retour des jours heureux. Donc les passerelles sont possibles, mais ce sont souvent les mêmes qui les empruntent. C'est plus difficile, c'est plus facile, par exemple, d'avoir des contacts avec le pôle de renaissance communiste en France qu'avec les organisations trotskistes qui sont plus qui ont plus de difficultés à avoir des relations avec d'autres organisations pour des raisons d'histoire aussi. Hein. Donc voilà un peu comment ça se passe. La vitalité de ce courant, elle est liée aussi à un phénomène générationnel. C'est que souvent, il y a 10-20 ans, lorsqu'il y avait des réunions entre souverainistes, c'est des réunions de personnes qui avaient plus de 40, 50, 60 ans. Et aujourd'hui, quand vous allez à des réunions où vous avez des souverainistes dans la salle, il y a beaucoup de jeunes. Il ne faut pas oublier, par exemple, que l'organisation UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, qui a présenté 571 candidats aux dernières élections législatives, mais ils avaient 74 candidats qui avaient moins de 30 ans. Quand vous allez au meeting de François Asselineau, il y a énormément de jeunes. Donc il y a un phénomène générationnel qui fait que ce courant politique, il a quand même une grande vitalité. Et il a aussi une grande vitalité, c'est parce qu'aussi un certain nombre d'intellectuels qui ont des positions qu'on peut qualifier de souverainistes, qui sont des intellectuels influents de Marcel Gauchet, par exemple, à Régis Debray, Michel Onfray, qui est clairement maintenant, qui a clairement un discours souverainiste, ou l'écrivain Michel Houellebecq, par exemple, qui, dans Valeurs actuelles, s'est prononcé pour une sortie de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez vu un des films de Guillaume Niclou, L'enlèvement de Michel Houellebecq. Il discute dans ce qui était une sorte de farce. Il est enlevé et ses ravisseurs veulent contre une énorme somme le délivrer. Et il discute avec ses ravisseurs, et puis Michel Houellebecq discute de la démocratie, et il décline toute une série de propos anti-Union européenne et proclame son attachement à la souveraineté. Eh bien, c'est ce qui fait la vitalité aussi de ce courant-là. C'est parce que il y a un certain nombre de personnes qui s'invitent. Les souverainistes ne sont pas seulement des acteurs politiques, mais c'est aussi un certain nombre d'intellectuels qui s'invitent au débat et qui tiennent des positions aussi souverainistes. Ça a été aussi un certain nombre d'économistes, parce qu'à une époque, si vous vous rappelez au début des années 2000, tous les économistes, en fait, ils étaient sommés de dire qu'est-ce qu'ils pensaient de la monnaie unique. Dans n'importe quelle académie économique, n'importe quel professeur d'économie, il devait se positionner, dire s'il était favorable à la monnaie unique, ou si pour lui, l'euro était une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'économistes qui sont devenus souverainistes. Et qui ont parfois intégré des organisations politiques. Par exemple, le courant de la France insoumise, Mélenchon, a toujours été très influencé par Jacques Généreux. Et puis d'autres économistes comme Philippe Murer, par exemple, ou Bernard Monod, ont intégré le Front National, le Rassemblement National. Voilà. C'est toute la vitalité de ce courant. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'organisations, celles qui ont un capital électoral assez important, qui ont un petit problème, qui en fait, par une espèce d'effet pendulaire, oscillent entre deux positions politiques. Par exemple, pour le Rassemblement national, c'était le cas aussi pour le Front National, c'est entre un positionnement fondé sur une union des droites qui, de fait, n'est pas tellement souverainiste, parce qu'il faudrait que le Front National s'allie aux Républicains, comme avant, il pouvait s'allier avec le RPR, etc. Il y avait toujours ce positionnement du Front National. C'est-à-dire, on va faire une union des droites et on arrivera à imposer nos vues par cette union-là. Et puis un positionnement qui est plus souverainiste qu'avait imposé Florian Philippot au sein de l'organisation,
qui était un petit peu en dehors du clivage droite-gauche, et qui faisait qu'en fait, on n'était plus sur un positionnement de l'union des droites. Et ça imposait, en termes de souveraineté, que le Front National bascule sur une sortie de l'euro et des positions souverainistes beaucoup plus importantes. Chez la France insoumise, on a un peu ce même problème-là. C'est-à-dire qu'on oscille dans des positions entre un populisme de gauche, et puis, de temps en temps, on revient avec les anciennes habitudes ce que maintenant il appelle une fédération populaire, c'est-à-dire qu'on revient avec l'histoire de la gauche plurielle, avec l'union des gauches, et qui fait que on continue, on essaye d'avoir des liens avec des organisations qui sont plutôt européistes ou qui n'ont pas de difficultés particulières avec l'Europe, ou qui ont voté des traités, qui ont voté tous les traités, et qui fait qu'il y a un positionnement. Et au sein de la France insoumise, il y a un certain nombre de courants, il y a des courants qui sont divergents. Clémentine Autain, elle n'est pas du tout sur la même position que Georgi Kuzmanovic avant qu'il ne quitte la France insoumise. Donc, il y a une espèce de positionnement doctrinal qui est assez fluctuant, mais quand on a fait des études de Sciences Po, on vous apprend ça. Les partis attrapent tout. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant du point de vue électoral parce que ça permet de capter un nombre d'électeurs assez important. C'est-à-dire que si on entretient un certain flou, eh bien, on peut un petit peu... ce que fait un petit peu le Front National, puisque au Front National, vous vous rappelez, avant les élections, il y avait Marion Maréchal Le Pen qui permettait de capter un certain nombre d'électorats conservateurs sur un positionnement traditionnel du Front National, notamment dans le sud-est. Et puis on avait Florent Philippot qui permettait de capter un autre électorat qui est plutôt dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur un positionnement plus à gauche. On peut, c'est la particularité d'un certain nombre souvent des grands leaders politiques, c'est de jouer un petit peu au sein de leur parti sur divers courants et d'entretenir un petit peu ce flou. Par contre, les organisations qui disposent d'un capital électoral moins important au sein des courants souverainistes, elles sont souvent sur des positions beaucoup plus stables. C'est le cas de Florent Philippot, mais c'est aussi le cas de toutes les organisations dont je vous ai parlé, du Parti ouvrier indépendant, du Parti ouvrier indépendant démocratique, du PRCF, qui sont sur des positionnements très clairs, qui n'ont pas varié et qui ne varieront pas. Voilà, c'est le cas de la NAR aussi, qui a un positionnement très idéologique, un bloc idéologique assez stable. Voilà, même si à un moment, avec François Mitterrand, au moment du traité de Maastricht en 90, 91, 92, il y avait un petit flou, mais on peut en discuter. Voilà, après, c'est aussi... c'est un petit peu moi, j'ai commencé un peu à faire un petit peu de politique, à m'intéresser à la politique quand j'ai fréquenté Jean-Pierre Chevènement et le réseau chevènementiste. Les couvrants chevènementistes, ils n'échappent pas à cette difficulté-là qu'ils ont eue à une époque, c'est des rapports avec le Parti socialiste, qui font qu'il n'y avait pas toujours une très grande stabilité, même si Jean-Pierre Chevènement est quelqu'un est clairement en positionnement souverainiste et défense de la nation, et il a un socle idéologique très stable. Le fait d'avoir une grande organisation politique et d'être à la tête d'une organisation politique, des fois c'est un petit peu compliqué sur les positionnements et sur la stratégie. Parce qu'il y a les principes idéologiques et aussi les principes stratégiques qui font que, de temps en temps, on décide d'opter pour tel type de stratégie, et ça suppose des fois des compromis qui sont des fois difficiles. On parlera du pôle républicain, du devenir du pôle républicain en 2002. C'est aussi lié à des stratégies et des difficultés politiques particulières. Donc j'arrêterai ma conférence sur ce point-là, et puis on discutera un petit peu de tout ça. Cet ouvrage, ça m'a permis aussi de faire une réflexion globale, d'avoir une réflexion personnelle aussi sur l'évolution de la situation politique en France, sur la notion de champ politique, comment des courants politiques évoluaient, comment ça se structurait,
comment un certain nombre de personnes avaient d'intérêt justement à maintenir un espèce de flou, justement en utilisant des principes comme le et en même temps, etc. Ça permettait un petit peu d'entretenir un certain nombre de flous. Et voilà, il faut une grande stabilité. Je pense que on est dans une politique, dans un moment politique particulier où justement il est important de se définir parce que sinon on va vous définir et ça risque d'être assez difficile. Voilà, merci. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. C'est Guillaume, en l'absence de Raoul, qui l'anime. Philippe et... Oui, pardon. Oui, Oui, Philippe. là vous n'avez pas évoqué, peut-être dans le livre, la personnalité de Natacha Polony, qui échappe, et l'hebdomadaire Marianne. Oui, alors, ça c'est... Pourquoi le cas de Natacha Polony est intéressant sur plusieurs aspects. Parce que avant le référendum de 2005, clairement, au sein des médias français, il n'y avait pas de souverainistes. C'est-à-dire que les journalistes qui intervenaient dans les grands médias, ils étaient clairement européistes, voire pour certains eurobéats, c'est-à-dire qu'ils défendaient des positions très pro-européennes, et que les positions qui étaient déjà défendues par un certain nombre de politiques importants, comme Philippe Séguin, comme Jean-Pierre Chevènement, elles n'étaient pas relayées par des journalistes importants qui apparaissaient à la télévision, etc. À partir de 2005, il y a un certain nombre de journalistes qui seront invités régulièrement dans les débats et qui, pour certains, deviendront des chroniqueurs, qui ont des positions plus souverainistes et de défense de la nation. Éric Zemmour, par exemple, mais aussi Natacha Polony, qui vient d'un courant politique différent, plus à gauche. Donc, ça a entretenu la diversité qui fait que aujourd'hui encore, les souverainistes considèrent qu'ils ne sont pas invités dans les médias, que les journalistes, ce que Michel Onfray appelle les maastrichtiens. Il considère que tous les journalistes dans les écoles de journalisme, ils baignent dans un européisme et ils sont maastrichtiens en fait. Donc Natacha Polony, de ce point de vue-là, est intéressante. Après, elle n'est pas liée à une organisation politique, elle est plutôt liée à la gauche républicaine, pour être un peu plus, pour faire un raccourci. Mais voilà, Natacha Polony a son entrée dans le dictionnaire. Ma question à Marianne, sous son égide. Voilà, après, Marianne, après, il y a un côté financier. Vous savez, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé, donc voilà, après, c'est un peu compliqué. Moi, je ne connais pas aussi tous les dessous de cette affaire. Ils se déclarent pro-européens, son propriétaire. Voilà. Oui, voilà. Après, ce que dit Marianne, Donc, Marianne est très libre. Enfin, oui, Oui, il y a des articles. il y a plusieurs composantes. Là. Donc il n'y a pas une entrée Marianne. Oui, alors effectivement, les souverainistes pourraient être majoritaires dans le pays. Je ne sais pas si on peut considérer que la victoire du non au référendum en 2005, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, représenterait à ce moment-là en tout cas une majorité souverainiste dans le pays. Mais quel est votre point de vue, on va dire, sur un terme un petit peu long, c'est-à-dire depuis Maastricht jusqu'à aujourd'hui, sur structurellement l'organisation des mouvements souverainistes? Quand on vous écoute, on a l'impression, enfin c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que finalement le souverainisme ne s'est pas morcelé, et malgré le nombre, si on additionne tous ces souverainistes, il ne s'est pas affaibli par le morcellement et par des tas de micro-partis souverainistes qui ont leur propre ligne? Il y a deux tendances. Quand on travaille sur il y a deux tendances. Il y a une tendance au morcellement, celle que vous avez définie, qui a une tendance à l'affaiblissement. Il y a une autre tendance que je vous ai expliqué, c'est pour des raisons générationnelles et pour des raisons intellectuelles, qui fait que le souverainisme gagne en vitalité. Donc vous avez ce double effet.
quand vous avez des intellectuels du niveau de Donfray, de Marcel Gauchet, de Régis Debray et de Houellebecq qui tiennent un discours clairement souverainiste, c'est pas rien. Parce qu'en face d'intellectuels de haut niveau qui maintenant sont très pro-européens et sont européistes, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Alors qu'ils étaient majoritaires il y a 30 ans. Hein. Rajouter Emmanuel Todd. Voilà, Emmanuel Todd, vous pouvez rajouter. Donc ça c'est important, c'est quand même un signe d'une grande vitalité. Hein. Mais cette tendance au morcellement fait que, du point de vue politique, du point de vue électoral, ils auront du mal à s'imposer. Parce que une des difficultés aussi, c'est que quand on est souverainiste, il faut se positionner par rapport au Rassemblement national et au Front national, parce que c'est devenu une espèce de boussole obligatoire. Et donc, vous l'avez vu, quand Nicolas Dupont-Aignan a décidé entre deux tours de rallier Marine Le Pen, il y a toute une partie de ces cadres de son parti qui sont partis. François Morvan, Éric Anceau, Dominique Jamais, qui ont créé leur propre organisation, l'UNC. Donc, mais il faut pas, ça c'est mon point de vue, il faut pas, c'est pas parce que Marine Le Pen, du point de vue électoral, a une position dominante qu'il faut lui laisser s'emparer des nations et s'emparer de la souveraineté et les souverainistes, ils viennent. C'est pour ça que j'ai mis de droite et de gauche. Quand on est souverainiste, il faut combattre pour ses idées. Et puis, tant pis, s'il y a Marine Le Pen qui est... En plus, en ce moment, elle, sur la souveraineté monétaire, elle est de moins en moins souverainiste. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est toujours souverainiste? Enfin, il faut me dire ça un peu. Pour un certain nombre d'acteurs politiques, vous demandez à François Asselineau, pour lui, il n'est pas souverainiste. Hein. Ah, il ne se dit pas souverainiste. Non, oui. Pour François Asselineau, elle n'est pas souverainiste. Puisque à partir du moment où, sur la souveraineté monétaire, vous ne revendiquez pas, vous ne voulez pas une souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas être souverainiste. Oui, alors, deux points. La NAR n'est pas souverainiste, vous l'avez dit, je crois, quand vous m'aviez interrogé. Alors, pourquoi? Alors, on n'a jamais été, on a vu naître, parce qu'on est un très vieux mouvement, donc on a vu naître le souverainisme avec Paul-Marie Couteau, qui un temps a fréquenté, mais il était très jeune, cette maison. À l'époque, on avait pensé que c'était un moyen peu élégant d'enterrer le gaullisme avec un concept importé du Québec. Bon, voilà. On n'était pas du tout rentré dans cette problématique, tout en ayant connu toutes les réunions, en général avant les européennes, pour faire une liste gaulliste, etc., autour du général Gallois, etc., qui n'aboutissait jamais à rien, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, voilà. Après, quand vraiment ce concept s'est installé dans le débat politique, on l'a récusé parce qu'il mélangeait deux courants contradictoires à notre avis, c'est-à-dire le nationalisme représenté par Marine Le Pen, et le nationalisme en France est xénophobe par définition, et le patriotisme qui est antinomique. Donc nous situons dans le courant patriote avec un certain nombre d'idées précises que tous les patriotes ne partagent pas. On ne pouvait pas se situer avec des nationalistes xénophobes. Non pas pour des raisons tactiques, mais parce que depuis toujours, notre tradition est la tradition du droit du sol, donc d'une conception absolument pas ethnique de la nation, même anti-ethnique de la nation. Donc ça, c'est le premier point qui nous fait récuser ce concept. Je vais apporter la contradiction. Bien sûr. Deux choses complètement contradictoires. Deuxièmement, et ça sur le plan de l'analyse politique, et votre exposé, à mon avis, le fait bien ressortir, le souverainisme tel qu'on le définit
avec sa variante droite du Front National, sa variante gauche de la France Insoumise, est en train de mourir parce qu'ils ont abandonné les uns et les autres ce qui faisait justement, ce qui définissait une attitude de défense de l'indépendance nationale, notamment sur le plan crucial de la monnaie. On voit le Front National ayant liquidé Philippot, abandonner complètement la question de l'euro, et on voit la France Insoumise ayant liquidé Georgi Kuzmanovic se référer à nouveau à une politique de l'union de la gauche qui passe par des accords avec les socialistes et donc qui liquide en fait les positions, d'ailleurs toujours très ambiguës, de Jean-Luc Mélenchon sur les questions monétaires. Donc, comme les électorats massifs sont, ou plus ou moins massifs, sont du côté du Front National et du côté de la France Insoumise, on voit que ces deux ensembles-là, eh bien, ils évacuent, en fait, ce qui est crucial dans la question de la souveraineté. Donc, c'est en train de mourir et pas l'idée de la souveraineté, mais les forces qui auraient pu soutenir cette idée sur le plan politique, ces forces-là, elles sont en train d'évacuer cette question majeure. Voilà. Donc on se retrouve avec effectivement des petits groupes ici et là qui se rassemblent dans des collectifs ou pas, mais qui n'ont aucun impact, ils ne peuvent pas avoir d'impact sur le plan électoral. Donc ce n'est pas une bonne situation, en tout cas pour, je ne parlerai pas de souverainisme, mais pour la défense de l'indépendance nationale, qui est un principe constitutionnel. Là, ça va mal parce que, en fait, on continue à payer ce que j'appellerais poliment l'échec de Jean-Pierre Chevènement, un échec qu'il a quand même voulu en 2002, dans la mesure où ses objectifs étaient peu clairs, alors que les nôtres l'étaient. Mais depuis l'échec du pôle républicain, il n'y a plus justement cette politique de rassemblement autour d'une personne qui était susceptible justement d'incarner une lutte commune. Bon. De ce qu'on appelait à l'époque la mouvance nationale républicaine, à laquelle effectivement la NAR appartenait. Et depuis l'échec de Chevènement, il n'y a plus de fédérateurs. Des tas de mouvements ont trouvé des hommes, des femmes pour les incarner, à droite, à gauche, Macron est arrivé, etc. Mais du côté de la tradition gaulienne, si vous voulez, ou du national-républicanisme, eh bien, non, ça ne va pas. On en reste à des groupes qui n'arrivent pas à se fédérer, faute de fédérateurs. Voilà. Mais c'est pour relancer le débat. Mais si on part de ma définition, qui n'est pas seulement ma définition, c'est la définition de Jacques Sapir, est-ce que l'ADAR est pour la reconquête de la souveraineté nationale? Ah oui, bien sûr, mais avec Sapir qui viendra ici en juin, parce que c'est le 19 juin, pour nous, son thème c'est qu'est-ce qu'une stratégie politique? Je pense qu'on ne sera pas d'accord vraiment. Et sur la question du souverainisme, j'avais écrit il y a 2-3 ans un article qui s'appelait Jacques Sapir, Frédéric Lordon et l'embrouille souverainiste, vous voyez, pour dire que tout ça n'avait pas de pertinence, justement à cause de ce que Sapir, notamment, voulait mélanger, c'est-à-dire le Front National dans lequel il voyait essentiellement Philippot, et puis d'autres mouvements, et je lui ai dit que c'était antinomique. Je trouve que quelque part il y a une contradiction dans votre raisonnement. Parce qu'à la fois vous nous dites que le Front National n'est plus souverainiste, mais vous rejetez le souverainisme justement parce que le Front National avait une position dominante. Non, je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Pour vous, par exemple, le mouvement de François Asselineau, c'est un mouvement souverainiste.
C'est un mouvement qui ne se réclame pas du souverainisme. Enfin, s'il ne se réclame pas, il ne s'en réclame pas. Moi, je ne vais pas les qualifier de souverainistes. Enfin, l'UPR ne s'est jamais qualifié de souverainiste. Quand j'avais... Jamais. J'ai rencontré une fois François Asselineau, il y a quelques années, et j'avais cru voir un gaulliste. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. François Asselineau est un des représentants du gaullisme. Nous, on est plutôt partisans justement, à l'encontre du mouvement contemporain, vous l'avez très bien décrit, de s'appeler n'importe quoi, En Marche, etc. Nous sommes plutôt partisans de qualifier précisément les courants. Il y a un courant gaulliste, eh bien qu'ils le disent, Alors, et qu'ils s'affirment comme tel. Voilà. Parce que ça fait référence à une histoire, ça fait référence à des principes, à une expérience également politique qui est importante, à l'expérience d'un homme qui, justement, n'a jamais passé de compromis, surtout quand il était faible. Ça, c'est intéressant. Le gaullisme est intéressant. Souverainisme, ça n'a pas d'histoire. C'est comme ça dans le vague. Le royalisme, j'ose dire que c'est quelque chose qui est cohérent. C'est une idée moi, je trouve que... le royalisme tel que nous le définissons, il y a des royalismes qui... Bien. Mais voilà. Il y a une tradition socialiste que le Parti socialiste l'ait bousillé, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a une cohérence dans le socialisme français, dans un socialisme démocratique qu'on retrouve ici et là en Europe. Ça a une histoire, ça a un sens, il y a des personnages, il y a des références, il y a des expériences historiques qui ont été positives et négatives. Bon, on peut parler de quelque chose de sérieux. Là, on parle de François Asselineau, de Marine Le Pen, de Paul-Marie Couteau, Parce qu'ils sont tous pour le thème de la souveraineté. Le thème de la souveraineté, c'est capital. La souveraineté nationale, reconquérir la souveraineté nationale, c'est quand même un projet important. La politique, c'est... Monsieur Chaumont qui veut réagir. La politique, c'est définir des moyens de conquête. Pour continuer dans ce que vous êtes, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, si on revient à votre définition à la base du souverainisme, Oui. et si on pose la question à Bertrand s'il est d'accord sur les 3 points, il va dire qu'il est souverainiste, parce qu'il est d'accord avec les 3 points, reconquête de la monnaie et les 2 autres points. Mais j'ai l'impression que ce qu'il gêne, c'est effectivement les gens qui sont dans ces idées-là, avec qui il ne veut pas être. Mais c'est pour ça que j'ai mis une catégorie souverainiste contre souverainiste. Parce que les 3 questions, la NAR répond oui. C'est pas une question de gens, justement, pas du tout. C'est pas une question de personne, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Mélenchon. C'est ce qu'ils disent, le semblant d'idéologie qu'ils portent. Par elle-même est souverainiste. Non, justement, désolé. Alors, reprenez les 3 points, alors. Reprenez les 3 points et on va voir la réponse aux 3 questions. La NAR est pour la sortie de l'OTAN. Oui, tout à fait. Oui. La NAR est pour la reconquête de la souveraineté monétaire. Ouais. C'est d'accord. Et puis, la reconquête de la souveraineté diplomatique et militaire, obligatoire, parce que là... Oui, que j'ai lu. Au nom de quoi? Alors, au nom de quoi? Au nom de la nation française. Nation française, encore une fois, il y a une histoire, il y a une définition, c'est l'histoire du droit. Et justement, il y a des mouvements que vous appelez souverainistes qui ne sont pas dans la continuité de la nation française. Un mouvement qui a une conception ethnique de la nation, pour nous, n'est pas acceptable. Parce que c'est une logique de guerre civile. C'est pour ça que Éric Zemmour, pour nous, n'est pas acceptable. Voilà. Je le connais bien, je me suis fâché avec lui à cause de ça. C'est quelqu'un qui veut la guerre civile. Quand on est royaliste, justement, le propre du royalisme, c'est d'éviter, justement, de poser les conditions politiques qui permettent d'éviter les guerres civiles. Bon. Donc là, il y a quelque chose, il y a une position de principe. Ou bien on est pour une conception historico-juridique de la nation, ou bien on est pour une conception ethnique, et ça, c'est pas conciliable. Bon. Et ça, nous avons derrière nous, c'est pas une question de tactique, c'est pas une question de tradition politique. J'en parle. Le droit du sol est proclamé en 1517
on ne revient pas dessus. Il n'y a que Napoléon qui est revenu là-dessus. Bon, et bien. Voilà, ça, donc il n'y a pas que la souveraineté. Il y a la souveraineté, elle est pour une nation. Elle est pour la nation française, qui n'est pas la nation britannique, qui n'est pas la nation allemande, etc. C'est notre pays avec un certain nombre de points qui sont fondamentaux. La laïcité en est un, par exemple, issu de longs combats, commencés au moment de la monarchie, etc. Bon, très bien. Et puis, il y a la question du comment, qu'est-ce qu'on fait avec, à l'intérieur de cette souveraineté. Parce que, et là, je suis d'accord avec Saint-Pierre sur ce point, sortir de l'euro, etc., bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire du libéralisme dans un cadre protégé, une espèce de trumpisme, où le capitalisme se développe à fond la caisse. Nigel Farage n'est pas très loin de ça. Oui, Très libéral, des Anglais qui disent bon, bah, nous, on est Anglais, et puis on vous embête, on fait notre libéralisme, on exploite les gens, etc. Oui, Marion Maréchal. Ça, c'est. Alors, Marion Maréchal Le Pen est encore un autre cas, mais, parce qu'il y a une dimension ethnique, Oui, etc. Mais, non, donc, on peut très bien concevoir ça, un souverainisme avec de l'ultralibéralisme. On protège les entreprises capitalistes libres d'exploiter, de flexibiliser tout ce qu'elles veulent. Ce n'est pas du tout notre ambition. Justement, notre projet politique est lié fondamentalement à la question de la justice sociale. Il y a des conditions de la justice sociale qui sont des conditions de structure économique, de redistribution du revenu, et il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Sinon, ce n'est pas la peine. On veut savoir où on va. Si on sort de la monnaie unique, eh bien, il faut savoir ce qu'on fait après. Comment on pilote cette monnaie et dans quel sens, n'est-ce pas? Si c'est dans le sens des intérêts capitalistes ou si c'est dans le sens de la justice sociale. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, si je vous suis bien, ce qui vous déplaît avec le souverainisme, c'est que l'étiquette est trop large pour ce que vous voulez en faire. Enfin, c'est que c'est un groupe qui vous mettrait à côté de personnes dont vous ne partagez pas le... C'est trop flou, en fait. Mais, n'empêche que, si on prend les 3 critères énoncés, la NAR est souverainiste. oui. Pour le veuille ou non. Et pas seulement. C'est pour ça que vous y rentrez dans ce dictionnaire. Je suis désolé. Il y a le Mais quand je vous ai rencontré, à un moment, vous m'avez dit je ne veux pas être dans ce dictionnaire. On respecte la liberté si vous nous considérez comme souverainistes, très bien. J'ai le droit aussi Oui, bien sûr. de vous dire Bien sûr. non, en fait, Bien sûr. profondément, on est royaliste parce qu'on lie la question de la souveraineté à la question du pouvoir politique et à la question de l'histoire de la nation, qui n'est pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec l'histoire de cette nation. Voilà. Avec toutes les traditions qui sont dans cette nation. L'attitude gaulienne, justement, c'est de tout assumer. Hein? On assume tout. Toutes les révolutions, tout, on prend. Et puis, on fait quelque chose avec ça. Voilà. Bon, donc, il ne s'agit pas de faire le tri, mais il s'agit de défendre un certain nombre de principes qui sont, à mon avis, qui ne peuvent pas être discutés quand on est royaliste de la NAR, hein, c'est-à-dire voilà, le principe de justice sociale, le principe de laïcité, c'est des choses fondamentales. Oui. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est peut-être plutôt une remarque. Oui, allez-y. J'avais la remarque qui a été faite tout à l'heure, c'est les souverainistes sont très nombreux. Mais ce que je remarque surtout, c'est que le concept même de souverainisme, qui n'est pas très bien défini, comme on peut le voir, moi je partage un peu l'idée de Bertrand, c'est quelque chose d'un peu neuf, c'est l'expérience de l'Europe sur les 20 ou 30 dernières années qui amène des gens de courants complètement différents à se reposer certaines questions qu'ils ne s'étaient pas posées avant. Est-ce que le souverainisme, ce n'est pas un concept qui est en train d'évoluer et dont les 3 critères que vous avez pris, peut-être déjà aujourd'hui, ne sont peut-être pas suffisants pour définir ce qui pourrait être, entre guillemets, un vrai souverainiste, quoi. Parce que c'est encore
un argument électoral actuellement, il y en a quand même si c'est... Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, Ouais. il y a l'histoire du simulacre, il faut faire... C'est L'expérience de la Grèce, en effet, a fait basculer des tas de gens. Oui, bien sûr. Il y a eu tout à fait. d'autres expériences aussi. C'est pas Oui. spécialement l'attitude anglaise, où les Anglais ont été là sans être là. Là, ça ne choque pas trop, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des événements récents, certains traités ou certains référendums, sur lesquels l'Europe s'est assise littéralement, quoi. Oui, tout à fait. Et ça a beaucoup choqué. Donc c'est une idée neuve de souverainisme. Voilà. Non. Et je vais reprendre l'expression qui avait été appliquée à l'existentialisme. Le souverainisme est un humanisme, c'est-à-dire remet l'humain au cœur de la société. Dans un moment où la technologie s'embarque, on embarque dans les histoires d'intelligence artificielle, où il y a une tyrannie des experts qui veulent s'imposer un peu, on remet l'humain au milieu et puis c'est aussi ce qui est arrivé avec l'histoire du RIC et des Gilets jaunes. C'est-à-dire comment le citoyen doit se positionner dans cette nouvelle société, quelle est sa part de liberté, quelle est la souveraineté d'une nation. Il faut un peu redéfinir les règles. Ils l'ont fait des fois avec une conscience politique qui était tout à fait relative, mais ils ont placé le problème là où il faut le poser, c'est-à-dire en termes de souveraineté. C'est-à-dire comment se redéfinir dans ce monde moderne, dans une période de mondialisation énorme et où il y a des milliardaires qui ont des sommes incroyables. Donc voilà, comment se repositionner, quelle est notre part de liberté aujourd'hui. Du point de vue philosophique, c'est très important. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez présenté depuis le départ. Et il y a quand même quelque chose qui, je vous avoue, me turlupine un peu. C'est quand vous évoquez cette gauche souverainiste. Donc une gauche souverainiste ne me gêne pas. On a connu le chevènementisme. Le chevènementisme, à l'origine, est quand même à gauche. C'est même historiquement la gauche du Parti socialiste. Et ils sont des défenseurs de l'alliance avec les communistes. Donc il y a véritablement, historiquement, effectivement, un souverainisme entre guillemets de gauche. Mais il y a quand même des organisations que vous évoquez qui sonnent un peu mal à mes chasses aux oreilles, si je puis me permettre. D'abord, quand vous évoquez la refondation communiste, tous ces communistes orthodoxes, moi je veux bien. Ce sont quand même des gens qui étaient le petit doigt sur la couture devant l'Union soviétique. Et quand on évoque la rupture avec l'eurocommunisme, etc., c'était quand même des gens qui n'acceptaient pas qu'on remette en cause l'orthodoxie marxiste et une stricte hiérarchie de l'organisation communiste, qui non seulement interne, mais internationale. N'oublions jamais quand même que historiquement, le Parti communiste, c'est la section française de l'international communiste. Donc, et l'idée de définir une voie française de communisme, c'était un peu ça, l'eurocommunisme. Même s'il y avait aussi des Espagnols et des Italiens, il y avait des éléments un peu différents. Mais c'était quand même l'affirmation du niveau national. C'était pas du tout celle de ces gens-là. Personne d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'évoquez dans votre dictionnaire, pardonnez-moi, qui me semble-t-il ont été partie prenante dans un journal qui n'a pas duré très longtemps, dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelait Bastille Nation République. Il existe toujours maintenant. Vous avez une entrée Bastille Nation République. Pardonnez-moi. Et c'est devenu Rupture maintenant, avec Pierre Lévy. C'est rupture, c'est rupture. Avec Pierre Lévy, Je me rappelle d'articles qui est l'ancien de la CGT. d'un certain Georges Hage, vieux diplodocus du communisme, pour qui j'ai toujours de la sympathie pour les diplodocus. Enfin, quand on voit les traces qu'ils laissent derrière eux, je suis toujours un peu inquiet. Par ailleurs, nos chers trotskistes, vous évoquez, en fin de compte, une partie du courant lambertiste. Oui, ce sont tous des lambertistes. Oui. Mais là encore, moi j'ai un peu envie de dire, sont-ils si souverainistes que ça qu'on vous suit? Si j'ai bien compris vos propos, peut-être. Oui, je vous en prie. Mais effectivement, c'est un point de passage. C'est un point de passage. Pour certains, c'est un véritable point de passage. Rien de plus. Oui. Mais il n'y a pas vraiment. C'est finalement. Si j'étais méchant, j'aurais envie de dire comme ils ont mangé à tous les râteliers, ils peuvent bien manger à celui-là. Mais en même temps, il y a une contradiction fondamentale. Après tout, Artaud et Besançon peuvent être considérés comme plus cohérents. Les trotskistes ont toujours été des internationalistes.
Ou alors on considère effectivement qu'il s'agit d'un passage, comment dirais-je, d'un pas de côté pour un nouvel internationalisme, pour une nouvelle affirmation d'un autre internationalisme. Mais alors dans ce cas-là, est-on vraiment encore dans un souverainisme? Dernier point, vous avez évoqué un personnage qui est intéressant, qui est M. Chivardi. Il me semble, mais je peux me tromper, c'est un cas un peu à part. C'est pas vraiment un homme du POI. Quand on le présente c'était en 2007, je crois, sous une étiquette un peu curieuse et saugrenue du candidat des maires. Oui, il s'est présenté comme ça. D'ailleurs, pas beaucoup de maires avaient eu le sentiment qu'ils avaient investi M. Chivardi, mais c'est pas grave, il y a une stratégie trotskiste. Hein. Je suis le peuple, et donc je parle au nom du peuple. On a connu ça. Comment vous dire? Moi, j'ai le sentiment quand même de voir un vieux pot avec une vieille sauce rance, et que finalement, leur souverainisme est un souverainisme de façade, de pas de coquille, et je voudrais presque envie de dire, pardonnez-moi, d'escroquerie. Pardon. Alors, ils ont des textes il y a un certain nombre de textes qu'ils ont écrits, qu'on retrouve dans leurs publications. Vous trouvez de ça, une publication Information ouvrière, Tribune des travailleurs, Initiative communiste, etc. Où un certain nombre de textes où ils nous parlent de la frontière, comme on parlait par exemple Régis Debray dans les Léges des frontières. C'est-à-dire qu'ils considèrent que là, maintenant, la frontière peut être le bouclier des humbles. C'est-à-dire que avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, ça a créé toute une série de voies qu'on sait en fait. Ça a bénéficié au grand capital, contrairement à ce que dit la lutte ouvrière et Nathalie Arthaud. Le grand capital, il se nourrit justement de l'absence de frontières. Et donc, pour arriver à s'en sortir dans un premier temps, il faut retourner aux frontières. Et on repasse par les législations nationales. Et les législations nationales et les frontières, c'est les boucliers des humbles. Ça permet de préserver les services publics. Ça permet de retourner à l'esprit du Conseil national de la résistance et de préserver toutes nos traditions de services publics, de législation sociale. C'est ça aussi leur raisonnement. Après, ils sont dans une logique où ce qui est privilégié, c'est la sortie du capitalisme. C'est ça leur obsession. Mais ils sont sur un discours, ils ont un rapport à la frontière qui est plus le même qu'avant. Et ça, c'est assez surprenant quand vous discutez avec eux. Parce qu'il y a toute cette tradition qui est encore au sein du NPA, des No Borders, qu'il faut ouvrir toutes les frontières, etc., etc. Et puis eux, ils ont un autre discours. La frontière, c'est bénéfique, il faut faire attention. Pour s'opposer au grand capital, il faut restaurer des frontières. Et c'est très étonnant, ce discours-là. Est-ce qu'ils se parlent des mains, sont-ils toujours trotskistes? Mais quand ils nous disent ça, ils sont sincères. Et c'est l'influence c'est les lambertistes et l'influence en partie de Pierre Bousset. Pour les communistes orthodoxes, c'est autre chose. Parce que le trotskisme, enfin, j'ai eu des heures sombres chez les communistes, et pas souvenir, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas souvenir que le trotskisme, ce soit justement une défense du communisme dans un pays. Ça, c'est un peu l'inverse de ce que propose les trotskistes. Donc les trotskistes qui défendent la nation est quand même quelque chose de très antinomique en soi. Mais c'est parce qu'ils font une analyse de l'Union européenne qui est la même analyse que fait l'ANAR. Ils considèrent que c'est un carcan et qu'ils instaurent un mode ultra-libéral et qu'on ne s'en sort pas, qu'il y a des traités et que de toute façon, qu'on ne peut plus composer avec et qu'on est obligé. Il faut un retour au national, au moins dans un premier temps, quitte après, dans un second temps, de retourner dans une optique internationaliste. Ah oui, en fait, ils analysent ça, ils analysent l'Union européenne comme un purement économique, point. Ça sert les intérêts du grand capital. Et ça sert les intérêts des États-Unis et l'impérialisme américain. Et donc, quand on est un communiste et qu'on veut s'opposer à l'impérialisme américain et quand on veut s'imposer au grand capital, il faut retourner à la frontière. Oui, non, on a des amis. C'est ça leur raisonnement. C'est ça leur raisonnement. Mais quand vous discutez avec eux, ils sont vraiment sincères. Oui. Il y a une forme de sincérité. Mais
C'est pas par cynisme ou par... Non, mais je crois, par rapport à la tradition trotskiste telle qu'on a pu la connaître, ils ne sont plus dans cette tradition. Oui, non, ça c'est bon plus. C'est une évolution du trotskisme vers un patriotisme de gauche ou d'extrême gauche. C'est stratégique. Non, mais non, mais il y a des propositions. L'un d'entre eux a même siégé au comité directeur de l'ANAR, un ancien de l'OCI, donc on connaît bien ce genre d'évolution, mais il n'était plus trotskiste. Oui, non, c'est ça, il n'y a vraiment plus. Bon, il ne croyait plus à la révolution permanente. Voilà. Et c'est une évolution qui a marqué un certain nombre de militants de l'OCI, et on en connaît. Certains viennent parler ici, mais ils n'ont plus ils n'ont plus l'idéologie telle que Trotsky a développée. Ouais. Bon, voilà. D'ailleurs, les organisations maintenant de Luckstein et de tout ça, ce sont des organisations qui ne se revendiquent plus clairement trotskistes. Ils considèrent qu'il y a une partie des trotskistes, mais il y a aussi des anarcho-syndicalistes, il y a des socialistes. Ce n'est pas des organisations qui sont complètement... Je voulais simplement dire que finalement c'était une contradiction qui était théorique, mais les expériences communistes qu'on a connues au XXe siècle sont des expériences où on utilise l'État et ses moyens, même temporairement, avant d'en espérer le dépérissement dans le communisme international. Donc déjà, le communisme appliqué a utilisé cette stratégie quelque part. La stratégie la stratégie de s'inscrire dans l'État. Oui. Sinon, l'État comme seule entreprise. il n'aurait pas duré très longtemps. À partir de 1920, à partir du moment où la révolution ne peut plus conquérir toute l'Europe, ils se retrouvent donc insérés, qu'ils le veuillent ou pas, dans un jeu de relations diplomatiques qui implique qu'il faut qu'ils défendent leur entre guillemets l'intérêt national. Parce que là, il s'agit même de défendre la révolution. Oui, défendre les idéaux de la révolution. C'est pas si nouveau que ça. Oui, non, mais c'est le fait de. C'était la domination trotskiste qui tout. Oui, non, je sens bien. Mais ok, oui, vu comme ça, effectivement, c'est pas étonnant. Après, vous avez toute une partie la plupart des gens pensent que les identitaires sont obligatoirement souverainistes. Il y a toute une partie tradition des identitaires, notamment le courant d'Alain de Benoît, qui considère qu'il faut une Europe puissance et qui, ils sont pas souverainistes. Lui, il voit une nation, une espèce de nation européenne avec une culture judéo-chrétienne, enfin même judéo-catholique. Pour moi, je ne sais pas comment il a évolué. Il a changé. Il a beaucoup changé depuis sa jeunesse. Il est vu comme un des mentors de l'opposition, à l'autre partie des royalistes quand même. Donc si effectivement il a gardé ses... C'est grave. Parce que, bon, il est intervenu encore il n'y a pas longtemps. Non, je ne sais pas s'il a gardé ses positions radicalement anti-chrétiennes et anti-judéo-chrétiennes. Ah non. Alain de Benoît ? Ah oui, il a tourné. Oui, parce que de départ, c'était les Indo-Européens. Oui, très nettement, très nettement situé, oui, tout à fait, oui. Avec des références dans sa jeunesse extrêmement précises à certaines époques qui étaient encore assez brûlantes, oui. Une autre question peut-être, mais là ça vous est adressé directement, sur la position de l'ANAR aujourd'hui par rapport à l'Europe et aux institutions et au fonctionnement de l'Europe. Est-ce qu'il faut continuer cette Europe en la modifiant avec tous ces dysfonctionnements, ou est-ce qu'il faut sortir? Non, elle n'est pas modifiable. Donc il faut sortir. C'est une machine de plus en plus complexe, de plus en plus incontrôlable. Comment prôner la sortie de l'euro en se disant pas souverainiste? Pour moi, il y a une incompatibilité. Justement, je viens de dire... Oui, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que sur tous les principes sur la définition du souverainisme, on est d'accord pratiquement tous. Ce n'est pas des principes, ce sont des critères. Sur ces trois critères-là, oui, bon... Mais il y a d'autres... Oui, non, mais ce qu'on en fait après, c'est autre chose. Pour nous, c'est très important de savoir ce qu'on fait après, et naturellement, tout à fait décisif. On ne sort pas parce que
comme On ça. peut s'allier avec l'extrême gauche, l'extrême droite. Non, mais c'est pas une question d'alliance. C'est de savoir comment la nation française évolue dans une Europe où il n'y aurait plus l'Union européenne telle qu'on la connaît. Bon. Et là, eh bien, là encore, il y a différents chemins. C'est comme on peut faire de l'ultralibéralisme dans un système protégé, on peut concevoir l'Europe de différentes manières. Comme nous nous référons, nous, à une tradition de l'équilibre européen, du concert des nations, qu'on peut réinventer au XXIe siècle, avec des coopérations interétatiques, l'idée gaulienne de la Confédération européenne, enfin de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Tout ça mérite d'être retravaillé, c'est ce que nous avons un peu fait, parce que justement nous ne sommes pas nationalistes, nous ne voulons pas d'une France isolée, avec quelques amis ici et là, au Québec. C'est la politique de quelqu'un que j'aime, Paul-Marie Couteau, quoi. C'était l'alliance de la France seule avec le Québec et l'Irak. Et le Québec n'a pas obtenu son indépendance. De rien de Bagdad. Oui, c'est très peu de choses, n'est-ce pas? Il faut reconcevoir les relations avec le continent européen, mais il ne faut pas oublier l'Afrique, où nous avons, des intérêts, des relations, il y a la francophonie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas simplement économiques. Bon, là, on demande à voir. Il est certain qu'il y a un certain nombre de partis ou de groupes dits souverainistes qui n'ont rien à dire sur ce sujet ou qui ont à dire des choses qui nous déplaisent fortement. Donc c'est de cela qu'il faut discuter. C'est pour ça que je suis plutôt partisan de définir les groupes selon des traditions effectives. Il y a un socialiste, gaulliste, communiste, royaliste, etc. Droite libérale, ça veut dire quelque chose dans l'histoire et dans les traditions de notre pays. Le reste, non, c'est trop englobant. C'est trop englobant. Voilà pourquoi, alors, bon, c'est... Pourtant, la souveraineté, vous y tenez beaucoup. Mais... C'est vrai. De ce que je vous ai lu, parce que Dieu sait que je vous ai lu, vous avez des très beaux textes sur la souveraineté. Hein. Vous êtes un des grands défenseurs de la souveraineté. Et vous la défendez très bien. Ce qui est amusant, c'est que j'ai fait une petite histoire du royalisme en 97-98, et il y a un glossaire, et le mot de souveraineté n'y figure pas. Tout simplement parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Oui, c'était pas. On n'en parlait pas. On parlait d'indépendance nationale. Bien sûr, De Gaulle ne se serait jamais... Dans la perspective gaulienne, c'était l'indépendance nationale. Et tous les combats, au temps de Giscard, etc., c'était là-dessus. Bon. Et on s'est mis effectivement à parler de souveraineté. On a dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans la souveraineté? Tiens, c'est dans notre tradition, on a trouvé Baudin, on a... etc. Le roi empereur en son royaume, on savait tout ça. Bien, alors on s'est mis à dire, ben voilà, la souveraineté, qu'est-ce que c'est? Et puis on a parlé aussi, il faut se prononcer sur des questions de souveraineté nationale, de souveraineté populaire, de souveraineté de l'État. Ce sont des concepts qui sont délicats à articuler, que le gaullisme d'ailleurs a réussi à articuler. C'est dans le temps, le référendum, c'est la souveraineté populaire qui s'exerce à un certain moment, avec l'élection présidentielle, avec les élections législatives, mais tout ça bien situé. La souveraineté de la nation, c'est quelque chose de précis. Bon, ça implique la dissuasion nucléaire, ça implique beaucoup de choses, une certaine conception de l'économie et de l'organisation de l'économie, etc., etc. Oui, mais la souveraineté, ça se pratique dans un ensemble politique et avec un certain nombre de définitions sérieuses des différentes modalités de la souveraineté. Bon. Alors là, oui, si on parle de souveraineté, il faut parler de tout ça. C'est ce qu'on fait le mercredi. On va accueillir dans 15 jours Jacques de Saint-Victor, Histoire de l'idée républicaine, 1000 pages,
Ce que j'ai présenté dans Royaliste en 10 000 signes. Une page par Ça commence à Aristote, ça se finit maintenant. Oui, alors là, qu'est-ce que c'est être républicain? Bon, on va le savoir. On a des idées là-dessus depuis longtemps, grâce à Blandine Kriegel, etc. Mais ça, c'est... voilà, il faut reprendre les concepts sans les mettre dans un grand tout comme ça, souverainiste. Il faut bien distinguer les choses et bien les mettre en relation. Sinon, sinon ça ne va pas. Sinon, il n'y a pas d'entente possible. C'est l'Union européenne et l'OTAN qui nous ont contraints à poser le terme en termes de souveraineté. Oui, bien sûr, oui, on peut le poser comme ça. Oui, mais parce que le problème de la souveraineté de la France, c'est pour avoir justement son indépendance nationale, il faut poser le terme en termes de souveraineté. On est obligé de le poser en termes de souveraineté. Oui, mais c'est certain. Oui. Et justement, ça rejoint votre combat politique, justement, parce que ceux que vous combattez ne veulent plus le poser en termes de souveraineté. Parce que c'est presque... C'est comme le poser en termes de souveraineté, c'est justement s'opposer à un certain nombre de groupes de pression, de groupes dominants qui justement ne veulent plus dissoudre la souveraineté. Et le fait que... Dans ce cas-là, on parle de la souveraineté de l'État. Et là encore, dans la mouvance souverainiste, c'est très très vague. Nous, on a des idées précises là-dessus, les gaullistes aussi, ce qui fait qu'on s'entend bien. Mais les autres, Mélenchon, il est pour une 6e République, on a, très évanescente, mais en tout cas anti-5e. Donc, est-ce que c'est acceptable. Est-ce que c'était pas aussi le cas du socialisme, justement? Il y avait un socle où tout le monde était d'accord sur le socialisme, mais quand on discutait entre Michel Rocard, qui s'affirmait socialiste, et Mitterrand, qui s'affirmait socialiste, qui était un certain socialisme et tout, ils se déclaraient tous socialistes, mais en même temps, il y avait des grandes différences. Seulement, voilà, il y avait la Ve République, et l'avantage de Mitterrand, c'est qu'il a permis à la gauche de rentrer dans la logique de la Ve République et de s'y installer un peu trop, ça c'est sûr, de ne pas en faire grand-chose, mais en tout cas, la gauche avait accepté, sans bien la comprendre, cette Ve République, c'est-à-dire la monarchie élective, etc. Pour une personne qui l'a critiqué. Non, mais c'est pour ça qu'on a été mitterrandiste. C'était l'enjeu historique à l'époque. C'était ça. C'était le fait que la gauche participerait à la Ve République. C'est ce que Mitterrand a réussi. Malheureusement, il a aussi fait des erreurs politiques majeures. Et c'est là qu'on pourrait reparler de Maastricht. Voilà, de Nicolas, on parle bien dans son dernier ouvrage. Justement, Qui comment de Nicolas, vous savez? Oui, de Nicolas, on l'a reçu l'hiver, oui. Oui, que comment en 92, il a choisi l'Europe contre le socialisme. Oui, ça c'est à mon avis, c'est le témoin, c'est moins exact. L'erreur de Mitterrand, c'est d'ailleurs, beaucoup d'historiens le disent à partir des documents. Comment s'appelle cet historien de la politique étrangère très connu? Soutou. Oui, Soutou. Le montre très bien. L'erreur de Mitterrand, ça a été de croire qu'il pourrait arrimer l'Allemagne. Alors, c'est pour ça qu'on a voté. Nous, notre oui à Maastricht, c'était un non à l'Allemagne puissante. Ah ben oui, je sais, mais oui. Bon, c'est comme ça, c'est écrit. Je l'ai dit 100 fois ici, quand je suis allé voir Roland Dumas, pour autre chose d'ailleurs, pour l'Europe centrale et orientale, et je lui avais dit Maastricht, il m'avait dit bien arrimer l'Allemagne. Alors, Mitterrand parlait de clouer la main de l'Allemagne, etc. Voilà, et la monnaie, la monnaie unique, c'était la discussion longue avec Anne Lauvergeon, la monnaie unique, c'était le moyen de sortir pour eux de la zone marque. Parce que quand on disait, ah ouais, mais ce traité de Maastricht, n'importe quoi,
Et oui, on vous dit, la réponse était « Ah bon, vous voulez rester dans la zone marque ?» C'est ce que me disait Anne Auvergeon. Et non, je ne veux pas rester dans la zone marque. Eh bien alors. Mais c'était sincère, c'était pas un discours pour Mais non, appuyer le. mais pas du tout. Le problème, c'est qu'il y avait, allez, 5-6 personnes comprenant ça, c'est-à-dire la tête de l'État, Mitterrand, Bianco, Védrine, Lauvergeon, Guigou, je n'en sais rien. Bon, je l'avais vu à ce moment-là. Bien, quand on était allé leur demander qu'est-ce que vous voulez faire avec cette histoire de monnaie, parce qu'on n'y comprend rien. Et non, ben voilà, les Allemands, tout ça. C'était les Allemands. C'était l'obsession de l'Allemagne qui était en train de se refaire et qui nous menaçait. Bon, nous, on a. Ben oui, non mais. Allez, Il y avait des Panzers divisionnels qui non, je parle de l'imaginaire de ces 5 personnes. Bon, le PS pensait au drapeau européen, faire l'Europe sociale, etc. Mais chez Mitterrand, à l'Élysée, pas du tout. Ils étaient absolument énervés contre Delors, etc. Et leur problème, c'était un problème géopolitique. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne réunie? Il était interdit d'ailleurs de parler de réunification. Quand je parlais de réunification, Bianco me reprenait. Non, il ne s'agit pas de ça. Non. Bon. Ils ont cherché à maintenir 2 Allemagnes. Trop tard, bien trop tard, mais ils ont cherché. Visite de Mitterrand à Elgonbar, etc. C'était, oui, mais bon, visite de Mitterrand à Gorbatchev, invocation d'Anne de Kiev. Bon. Trop tard, tout ça était trop tard, l'Union soviétique, bon. Mais le problème, c'était ça. Pour l'Élysée, mais pour le reste du pays, c'était pas ça du tout. C'était faire l'Europe, etc. La vision de Mitterrand, elle était très, très traditionnelle, en fait. Elle était westphalienne. C'est pour ça qu'il a lancé son projet de confédération européenne. Bon. Foireux, bon. Liquidé par Havel, etc. Mais il y a eu cette tentative-là, qui ne reposait d'ailleurs sur aucune force sociale ou politique. Le PS pensait rien, comme d'habitude, ne comprenait rien, les rocardiens ajoutaient à la confusion, et quant à la droite, elle pensait à prendre le pouvoir, et advienne que pourra. Donc il n'y avait aucune, et les forces syndicales n'étaient plus du tout justement dans cette logique de défense des intérêts nationaux, de protectionnisme, etc. Bon. Donc il y avait rien, tout ça était en l'air. Hein. Et l'Élysée était complètement menait une politique qui était en dehors de ce qui se passait dans le pays. Et quand je leur disais, mais ce que vous laissez dire, c'est grave, ils disaient, on peut pas critiquer l'Allemagne, c'est pas possible, ça se fait pas. Et puis nous, on fait de la politique étrangère, on ne s'occupe pas des basses polémiques. Ben oui, seulement, voilà, ça a créé d'énormes ambiguïtés et oui. Non, je dis simplement le résultat, on connaît. Ah non, mais bien sûr que c'est un. On s'est mis dans une situation. On a. Bon, là encore, le livre de Lisée, le livre de Védrine, le gros livre de mémoire, qui est un livre mitterrandiste, lisez-le, c'est accablant. Parce que justement, là, Mitterrand n'est pas du tout gaulien. C'est un homme qui fait des compromis tout le temps avec les Allemands. Et il lâche en disant à la fin on se récupérera. Il ne s'est pas récupéré. Sur la Yougoslavie, il savait qu'il ne devait pas reconnaître et qu'il ne fallait pas qu'on reconnaisse la Slovénie et la Croatie. Il l'a fait. Et puis tout s'est enchaîné. Il savait que ça allait s'enchaîner. Mais en disant bon, on va se récupérer. On laisse la Banque de France indépendante, on va se récupérer parce qu'on est un Français. Trichet. C'est cette politique des compromis permanents qui a abouti, alors qu'il avait de bonnes intentions.
dans un sens. Oui, mais malheureusement, l'enfer est Et pavé. pas les deux. Oui, alors, comme d'habitude, il y a sur un ou deux points, parce que je ne suis pas d'accord, c'est pas le sujet. La Yougoslavie, j'ai jamais été d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Je crois effectivement, juste, il y a un mot de Mitterrand qui est très drôle sur la Ve République, on a évoqué déjà ici, son interview à l'heure du pouvoir, la seule fois où le pouvoir a publié une interview. Et il dit la Ve République était mauvaise avant moi, elle sera mauvaise après moi, mais avec moi tout va bien. C'est extraordinaire. Attention, absolument précis. Après moi, il n'y aura que les comptables. Voilà, c'était. Bon, ce qui est quand même. Ce qui m'en dit long en même temps. Je crois que sur l'unité allemande, n'oublie pas qu'il y a beaucoup qui sont inquiets. George Bush, père, se rend à Berlin-Est et qu'on voit tout le monde. Beaucoup de gens étaient très inquiets de cette Et changement. Margaret Thatcher, les Anglais étaient J'ai tout de même proposé une alliance. Bah oui. Anti-allemand, bon, est-ce qu'ils n'ont pas de sel? Mais oui, il n'empêche que si tu veux cette histoire de prolonger les deux Allemagnes, ça ne tenait pas là 2 minutes. Je ne te dis pas, mais voilà. Non, mais je rappelle l'ambiance qui fait que Maastricht a été un moment très ambigu et on a. Mais la NAR a appelé à voter pour Maastricht. Je crois que la plupart des militants votaient non, mais en tout cas le Comte de Paris a appelé à voter non. Ça montrait bien. Si je puis me permettre, dans votre dictionnaire, est-ce qu'il y a éventuellement une entrée sur les. Je vais faire un peu râler les messieurs qui sont ici, mais ils ont l'habitude. Sur les grandes références des souverainistes, références hors françaises, des grandes figures. Par exemple, la figure de Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine apparaît comme un exemple possible. Il y a une entrée Russie et souverainisme. De Brest à Vladivostok, ou de l'Atlantique à l'Oural. Éventuellement, dans le souverainisme de gauche, il pourrait y avoir la figure d'Hugo Chavez, qui est apparu comme l'homme qui résistait à l'impérialisme américain et qui essayait, après tout, c'est l'homme de l'Alliance bolivarienne. Mélenchon. C'est pas une entrée. Il n'y a pas une entrée Hugo Chavez. C'est comme Chavez. Pour le coup, si effectivement Mélenchon se revendique Hugo Chavez, c'est relativement récent. C'est ce qu'il a donné une interview sur sur une chaîne YouTube où justement il expliquait que Hugo Chavez, il y a encore 15 ans, c'était une personne qui ne connaissait ni d'avant ni d'hier, juste de nom. Non mais je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste que voilà, On m'a raconté c'est un européiste au départ aussi. de Mélenchon au Venezuela où il s'indignait de voir l'effigie de la Vierge Marie. Oui, et du Christ voir. Et on lui a remarqué qu'on était en Amérique latine et pas ailleurs et il ne comprenait pas. C'est intéressant, c'est les étoiles de la Vierge Marie qu'il avait gêné dans le drapeau de l'Union Européenne à l'Assemblée nationale, pas le drapeau lui-même. Oui, c'était le symbole. Oui, c'était le symbole marial. Il a des réparties assez curieuses, parfois Mélenchon, j'en ai entendu quelques belles, mais. Parfois, souvent quand même. Souvent, on peut dire ça, souvent, oui. Oui, qu'est-ce qui est intervenu là? On a... Russie et souverainisme et Chavez. Ah oui, la Russie. Donc la Russie, rassurez-vous, elle y est. Et justement, quel regard portez-vous sur... Est-ce qu'il y a un regard unique des souverainistes sur la Ils sont tous presque pro-russes, avec quelques rares exceptions. Par exemple, Charles Gave, qui est souverainiste et libéral, n'est pas pro-russe. C'est très net, parce que vraiment, la politique de la Russie, c'est économique en tout cas, devrait lui plaire. Mais... Ah oui, mais ils sont, quand vous dites pro-russes, ils sont pro-russes ou pro-russes Poutine, enfin poutinien. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même, il y a une distinction du pas Poutine. C'est ça, voilà. Mais il y a une tradition quand même d'intérêt pour la Russie, de Villiers, tout ça, même avant Poutine. Mais du coup, autre question. Mais les courants de gauche aussi. Est-ce que le protectionnisme, par exemple, est affilié au souverainisme? Puisque dans ces cas-là, on peut typiquement distinguer deux grands courants. Enfin, il y a des, je pense par exemple au Front National,
le Front National, après Philippot, n'est plus du tout protectionniste. C'est une forme de libéralisme, pour le coup, effectivement, dans un cadre national. Et là où, si on prend Mélenchon, c'est plutôt l'autre. C'est pas obligatoire, hein, puisque Nigel Farage, par exemple, qui est souverainiste anglais, n'est pas pour le protectionnisme. Donc, mais la tradition française est plutôt protectionniste, hein, de toute façon. Est-ce que vous montriez la AfD allemande dans les mouvements souverainistes? Alors, il faudrait que je travaille sur les textes précis de l'AfD, mais ils ont une tradition identitaire et un certain nombre de discours qui me font penser qu'ils seront plutôt souverainistes. Et qu'ils auront une position que j'ai lu, ils avaient une position sur l'Union européenne qui était plutôt critique. Après, il faut distinguer ce qui est eurosceptique et ce qui est souverainiste. Le NPA, par exemple, ou Lutte ouvrière, ils ont un discours eurosceptique, mais ils sont pas des souverainistes. Donc, je n'ai pas assez travaillé sur les textes de l'AfD pour vous dire s'ils sont des souverainistes. C'est plutôt un dictionnaire sur les souverainistes français. Oui, hein. voilà, exactement. Oui, oui, il y a une tradition française, c'est pas pareil du tout. J'ai une question qui me vient en vous écoutant. On est à une situation, à un état d'avancement du souverainisme, quoi qu'on mette dedans, qu'est-ce que ça peut devenir dans une dizaine d'années? Bonne question. Je crois que Bertrand a répondu. Peut-être la aussi, là, C'est pas le voyant. Non, mais il y a une tendance qui fait que les courants les plus radicaux, les frexiteurs, ceux qui sont partis d'une sortie de l'Union européenne, sont plus à gauche que les souverainistes qui réussissent du point de vue électoral. Si vous voyez par exemple Asselineau, quand même, il est pour les nationalisations. Ouais. Et souvent les mouvements de la gauche anticapitaliste, ils sont pour le Frexit. Hein. Ils sont Frexit progressiste, ils sont pour un Lexit. Et donc les Frexiteurs, il y a quand même un positionnement plus à gauche. Hein. Après, il y a toute une partie de gens. Il y a des identitaires qui sont pour le Frexit, qui sont de l'extrême droite. Hein. De Civitas, Dissidence Nationale et compagnie, les groupuscules. Donc, mais globalement, ils sont plus à gauche. Après, les flexiteurs, comme vous dites, ça va faire tous au CNR pour la majorité. Enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être totalement, mais donc la nationalisation en soi n'est pas choquant, je me trompe peut-être Bertrand, mais la nationalisation oui, fait partie du CNR, fait partie de tout ça. Oui, pour Asselineau, c'est... Pour Asselineau, fait pareil. Oui. Ils sont plein prononcés. Oui, il y a une cohérence de ce point de vue-là, oui. Mais ils ont des positions, ils ont un discours qui est plus... Alors, quand vous voyez la sociologie électorale d'Asselineau et du PR, ils font leur meilleur score, entre guillemets. Ils dépassent les 2% et ils atteignent les 3% dans des zones qui sont plutôt... où il y a des taux de pauvreté assez importants. J'en parle dans France périphérique. Les meilleurs scores d'Asselineau, ce sont souvent dans des secteurs où il y a un taux de chômage important et chômeurs. De ce point de vue-là, il se rapproche du vote de Mélenchon. Par exemple, ce n'est pas le même vote que du Pont-Aignan. Du Pont-Aignan, il est dans le secteur pavillonnaire. Non, il y a un point qu'on pourrait souligner, c'est que pour la première fois dans notre histoire moderne, on voit un mouvement social, les Gilets jaunes, se faire avec le drapeau tricolore. Et ça me paraît, je ne sais pas si on peut appeler ça souverainisme, mais c'est une réaction patriotique qui me paraît porteuse d'avenir. Voilà, même si tout est très confus, oui. Ce qui est normal d'ailleurs, dans un mouvement spontané, c'est le premier mouvement spontané qu'on a depuis la Révolution de 1848, hein, donc il faut être un peu patient. Mais le fait que spontanément, justement, ce soit des drapeaux tricolores qui soient brandis et plus des drapeaux rouges, ça c'est un événement. Et le Frexit est très préparé, sans doute, préparé par beaucoup de choses, de textes, de vidéos, de penseurs, qui se diffusent par les réseaux sociaux, tout ça a un impact qui est en fait beaucoup plus important que l'impact des organisations. Oui. Il y a une diffusion des idées et ça se manifeste comme ça.
ce qui était quand même assez imprévisible, n'est-ce pas? Bon. Voilà, mais ça, nous en reparlerons très certainement. Je ne sais pas si on en parlera avant la fin de l'année. Peut-être C'est bien. C'est bien. peut-être avec Jacques Sapir. Je veux inviter Jérôme Fourquet. Je ne sais pas si ce sera pour cette année ou pour l'universitaire ou pour la rentrée, mais s'il a le temps. Mais en tout cas, on en reparlera. Voilà. La semaine prochaine, on invite notre vieil ami Jean-François Kessler, ancien directeur adjoint de l'ENA, pour nous parler de, justement, faut-il détruire l'ENA? Voilà. Donc on parlera de la technocratie, de l'État, de l'administration, bien des choses. Dans 15 jours, l'histoire de l'idée républicaine. Ce soir, eh bien, merci. Pardon de vous avoir dialectisé quelque peu. Ah non, c'est très intéressant. Il faut justement, on est sur je crois que c'était intéressant de faire comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Merci encore. Merci.